Scott Ritter, bienvenue ici, mon cher ami. Bonne année à toi et à ta famille, et merci pour tout le travail formidable que nous avons le privilège de réaliser ensemble. Je vais te poser des questions sur la Russie et sur Israël, et sur les leçons qui ont été apprises, ou non, quant à la façon dont l'Occident a traité la Russie et Israël traite ses voisins. Commençons par la Russie. Quel est ton avis sur la situation actuelle de la Russie, son économie, sa stabilité politique, sa perception d'elle-même et sa probable victoire en Ukraine? Cette année marque le 25e anniversaire du règne de Vladimir Poutine. Il a dirigé la Russie pendant un quart de siècle. C'est, par tous les standards, un accomplissement remarquable. Je ne fais pas de jugement. Il est remarquable que quelqu'un puisse rester au pouvoir pendant 25 ans, surtout compte tenu de l'instabilité qu'il a héritée. Dans les années 1990, sous Boris Eltsine, l'inflation était de 2500%, 2500% d'inflation annuelle. La Russie s'effondrait. Les Russes avaient perdu toute confiance en eux. Ils se tournaient envers l'Occident pour les sauver. Ils avaient abandonné leur identité. Leur armée était en ruine. Il n'y avait pas de démocratie. C'est l'une des choses. Une chose intéressante a émergé fin de l'année dernière. Les archives de la sécurité nationale ont publié un mémorandum qui avait été supprimé, écrit en 1994 par un diplomate, M. Mary, connu dans les cercles du département d'État comme le télégramme long moderne, l'équivalent contemporain du télégramme de George Kennan, qui avait défini la politique d'endiguement pendant la guerre froide. Ce télégramme disait « Nous faisons tout de travers en Russie. Nous prenons des décisions politiques tout en ignorant l'économie, ignorant la société, en prétendant qu'il s'agit de démocratie. Ce n'est pas le cas. En octobre 1993, Boris Eltsine a envoyé des chars dans les rues de Moscou et a fait la guerre au Parlement. Nous avons soutenu cela. Ensuite, nous avons essayé d'acheter une élection, mais cela n'a pas fonctionné. Nous avons passé des années à travailler avec Eltsine pour réprimer le Parlement. Nous avons acheté une élection en 1996. Il n'y avait pas de démocratie en Russie. Une situation horrible. La Russie est une nation transformée par rapport à ce qu'elle était dans les années 1990. Selon les standards occidentaux, on pourrait dire que les choses pourraient être meilleures. Mais en réalité, ils jouissent d'une plus grande liberté d'expression à bien des égards que nous. Les discussions ouvertes sur des sujets critiques sont plus fréquentes qu'ici aux États-Unis. Leur criminalité est loin d'être comparable à la nôtre. Leurs villes fonctionnent. Ils ont des infrastructures modernes et ils s'aiment. Regardez les États-Unis. Nous sommes littéralement à la gorge les uns des autres, gauche contre droite, rouge contre bleu. C'est la situation la plus laide que j'ai vue de mon vivant. En Russie aujourd'hui, il y a des problèmes. Je ne prétends pas qu'il n'y a pas de problème. Il y a de vrais problèmes en Russie, mais les Russes sont fiers de ce qu'ils sont. Ils ne comptent plus sur l'Occident pour se sauver. C'est l'une des principales sources de nos erreurs d'appréciation à propos de la Russie, car nous avons une élite intellectuelle, les soi-disant experts de la Russie, qui ont acquis leur expertise dans la décennie des années 1990. Et ils étaient heureux à l'époque. La Russie s'effondrait. Il semblait qu'ils allaient réaliser leur rêve de toute une vie, morceler cette vaste terre et prendre le contrôle de ses ressources économiques. Et ils en veulent à Vladimir Poutine d'avoir redressé la situation. Ces gens ne comprennent pas la Russie. Et ils continuent à faire des calculs basés sur ce qu'ils voudraient que la Russie soit, c'est-à-dire un retour aux années 90, et non sur ce qu'elle est aujourd'hui. C'est l'erreur que nous avons commise. Nous pensions pouvoir sanctionner la Russie à mort. Cela a échoué. Nous pensions pouvoir vaincre militairement la Russie. Cela a échoué. Nous pensions que Poutine n'avait pas de soutien et qu'il pourrait être renversé politiquement. Cela ne s'est pas produit. C'est ce que j'essayais de faire l'année dernière. Je suis allé en Russie en décembre et janvier, et tu devais venir avec moi en juin. Cela a été interdit par le gouvernement des États-Unis. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que le peuple américain connaisse la vérité sur la Russie. Ce qui les effrayait, c'était de voir des gens comme toi et moi aller en Russie, voir les choses de première main, et pouvoir revenir et dire « Eh, ce que le gouvernement vous raconte est du pur mensonge. » Voici la réalité de la Russie, et nous n'avons pas besoin d'être en guerre avec ces gens-là. Nous n'avons pas besoin d'être leurs ennemis.
Nous devrions être leurs amis. Ce n'est pas le message que le gouvernement américain veut faire passer. Et c'est l'une des grandes erreurs en cours, c'est que nous prenons des décisions sur la Russie qui ne sont pas basées sur la réalité de la Russie. Elles sont basées sur une fantaisie dans notre esprit qui remonte à plus de 25 ans. Pensez-vous que les élites en Europe et les néoconservateurs au sein du gouvernement américain, tant dans l'État profond que dans le département d'État, et même certaines des personnes que Trump dit vouloir intégrer, ont reconnu que leur expérience en Ukraine a été un échec colossal? Oui, un échec colossal. Vous savez, juge, je suis sûr que toute personne humaine sait que lorsque vous vous engagez dans quelque chose, que ce soit émotionnellement, financièrement ou politiquement, votre capacité à aborder ce sujet de manière rationnelle est diminuée parce que vous ne voulez pas reconnaître qu'une erreur a été commise. Vous croyez tellement en ce que vous essayez d'accomplir que vous ne parvenez pas à comprendre les échecs qui se produisent, avec l'espoir vain que quelque chose de bon en résultera. Je pense que les gens commencent à réaliser qu'il y a un échec, mais ils continuent à se tromper eux-mêmes. Parce que si ces personnes étaient des penseurs rationnels, basés sur des faits, elles ne se seraient pas engagées dans cette direction politique dès le départ, car c'était voué à l'échec dès le début. Mais ce sont des personnes irrationnelles qui se sont engagées, surengagées dans quelque chose. Et je crois que beaucoup d'entre elles continuent de se leurrer. Par exemple, même lorsque les gens pensent que l'Ukraine a perdu, ils sont sous l'illusion que la Russie perd aussi. Et donc, ils croient qu'ils peuvent geler ce conflit dans une situation similaire à celle de la guerre de Corée et créer un cessez-le-feu permettant une pause des hostilités, pour que l'Ukraine puisse être reconstruite et que l'OTAN puisse intervenir et réaliser tout ce qu'ils veulent qu'elle fasse. C'est une illusion. Les choses sont si mauvaises que cela ne se produira jamais, parce que la Russie ne perd pas. La Russie gagne. La Russie ne cédera jamais. La Russie ne cessera jamais l'offensive tant que la guerre ne sera pas réellement terminée. La Russie n'acceptera pas de cesser le feu. Mais ces gens continuent de se tromper en croyant que cela est encore possible. Je ne pense donc pas que les gens aient pleinement compris à quel point l'Occident a été vaincu en Ukraine. Le président Poutine a dit à plusieurs reprises, Scott, qu'il était impatient de parler avec le président Trump, et le président Trump a fait des commentaires similaires. Supposons qu'ils aient ces conversations. Que pensez-vous que le président Poutine attend? Que veut-il selon vous? Je ne pense pas que le président Poutine veuille quoi que ce soit des États-Unis. Nous en sommes à un point où, rappelez-vous, même si Trump devient président, la politique officielle des États-Unis est la défaite stratégique de la Russie. Et une défaite stratégique ne signifie pas une simple tape sur les doigts. Cela signifie l'effondrement économique de la Russie, l'effondrement social de la Russie. En tant que Russes, cela signifie que nous voulons plonger la Russie dans une situation de type Grande Dépression, où il n'y a aucune croissance économique, où les gens meurent de faim. Ils veulent ramener la Russie aux années 90, à l'effondrement, et provoquer l'effondrement politique de la Russie, ce qui ne signifie pas seulement la chute de Vladimir Poutine, mais le démantèlement physique de la Russie. Tant que cela reste la ligne politique des États-Unis, Poutine ne veut rien des États-Unis. Nous sommes l'ennemi. Ce n'est pas parce qu'il voulait que nous soyons l'ennemi. Nous avons choisi de l'être. Poutine dit qu'il est prêt à parler, mais il n'attend littéralement rien tant que les États-Unis ne changent pas de cap sur cette politique de recherche de la défaite stratégique de la Russie. Je pense qu'un choc important a été ressenti par l'équipe Trump lorsque le plan de Keith Kellogg pour mettre fin à ce conflit, que Trump a promis de réaliser dès le premier jour, a été présenté aux Russes, et que ceux-ci l'ont balayé de la table en disant non, pas seulement non, mais un grand non. Ils ont refusé catégoriquement. Ils ne veulent même pas en discuter. Et cela devrait être un signal d'alarme, parce que c'est la réalité. Keith Kellogg vit dans un monde de fantaisie, alimenté par des illusions, tandis que Poutine traite avec la réalité. Il parlera à Trump, mais ce qu'il a dit, c'est que Trump doit faire le premier pas. Et ce n'est pas seulement que Trump tende la main, mais Trump doit changer fondamentalement son approche. Sinon, il n'y a littéralement rien à discuter. Les Russes l'ont dit, actuellement, il n'y a pas de différence entre l'agenda de Trump et celui de Biden.
Et ils ne font pas confiance à l'agenda de Trump parce que la dernière fois que Trump était président, il disait vouloir être ami avec la Russie, mais il a fini par augmenter les aides létales à l'Ukraine et sanctionner la Russie. Les Russes n'attendent rien de différent de Trump, à moins que Trump ne démontre qu'il est prêt à faire quelque chose de différent. Comment voyez-vous la fin de l'opération militaire spéciale et que se passe-t-il une fois qu'elle est terminée? À un moment donné, il n'y aura plus d'armée ou ce qu'il en restera réalisera que c'est futile. Il faudra déposer les armes et partir. Vous savez, il y a une fenêtre d'opportunité étroite ici. Je ne m'appuie pas sur des dates précises, car je ne possède pas le calendrier. Ce sont les Russes qui le possèdent, et ils ne se sont jamais vraiment fixés de date. Beaucoup disent aujourd'hui que cette guerre doit se terminer d'ici le 9 mai, jour de la victoire, et que tout doit être réglé d'ici là, que Poutine mettrait toute la pression sur l'armée. Ce n'est absolument pas le cas. Il n'y a pas de date fixée. La Russie a en réalité orienté son industrie de défense pour continuer à produire jusqu'en 2027 ou 2028. La Russie est prête à continuer aussi longtemps que nécessaire. Mais les Ukrainiens, eux, ne peuvent pas tenir aussi longtemps. Je pense que cette année, nous verrons l'effondrement dont je parle depuis si longtemps. Personnellement, je pensais que cet effondrement se produirait à la fin de l'automne dernier. Les Ukrainiens nous ont tous surpris, moi y compris, et même les Russes. J'ai parlé à des commandants russes et à des correspondants de guerre russes qui m'ont dit être impressionnés par la résilience et l'esprit combatif des Ukrainiens. Nous voyons tous les images des prisonniers de guerre capturés, souvent des hommes ramassés dans la rue et enrôlés de force. Mais la majorité des forces ukrainiennes qui combattent et meurent sont des hommes qui croient en leur cause. Ils ne se rendent pas, ils meurent, ils se battent jusqu'à la mort. Ils s'enterrent dans leur position, forçant les Russes à venir les déloger. C'est un combat bien plus difficile que ce que j'avais anticipé à ce stade. Honnêtement, lorsqu'on détruit une armée comme celle de l'Ukraine 3 ou 4 fois et qu'on la reconstruit, on ne s'attend pas à ce qu'elle conserve un tel niveau d'efficacité au combat. Pourtant, beaucoup de ces unités continuent de se battre avec efficacité. Les Russes gagnent, il suffit de regarder le champ de bataille. Ils avancent. Mais c'est une lutte très difficile. À un moment donné, cependant, les mathématiques militaires prennent le dessus. Nous sommes à ce point où les Ukrainiens sont littéralement à court d'effectifs. Il ne reste plus rien. Ils parlent de recruter des jeunes de 18 ans. Les réserves stratégiques ont été engagées dans une bataille futile à Koursk. On parle de 50 000 pertes, morts et blessés graves, irremplaçables. Ces hommes avaient été formés par l'Occident pour servir de renfort mobile sur la ligne de front. Ils ne sont plus là. Il n'y a rien pour les remplacer. Je vois un effondrement militaire. La question maintenant est de savoir ce que cela signifie sur le plan politique. Et c'est là que Trump a une opportunité. Plus vite Trump comprendra qu'il doit tout donner à la Russie en une seule fois, mieux ce sera pour l'Ukraine. Par cela, j'entends qu'en ce moment, Poutine n'a pas publiquement revendiqué Odessa, Kharkov, Mykolaïv, Dnipropetrovsk ou Soumy, 5 territoires qui sont pourtant très menacés. Il y a d'importantes populations russophones dans ces régions, et beaucoup de pression politique interne en Russie pousse Poutine à simplement en finir et à tout prendre. Pour l'instant, il a déclaré se limiter aux 4 régions annexées en septembre et à la Crimée, c'est tout. Si on parvient à mettre fin à ce conflit, ces oblasts, ces provinces restent une partie de l'Ukraine, ce qui est essentiel pour la viabilité économique et politique à long terme de l'Ukraine. Mais si nous, et Trump, par stupidité en pensant pouvoir vaincre la Russie, tentons de redoubler d'efforts, d'envoyer plus d'équipements et de prolonger cette guerre, les Ukrainiens perdront. Nous perdrons aussi, et ils perdront ces 5 territoires. Une fois cela fait, il n'y aura plus de raison de parler d'Ukraine. Que restera-t-il? Un État vassal vide qui sera finalement absorbé presque entièrement par la Russie. Peut-être avec l'exception de l'ouest de l'Ukraine et de certaines régions des Carpates, qui iront à la Hongrie, à la Roumanie, et l'ouest de l'Ukraine à la Pologne. Mais ce sera la fin de l'Ukraine.
En fin de compte, l'Ukraine va perdre. La question est l'ampleur et la gravité de cette défaite. Et ce n'est pas seulement l'Ukraine qui perd, l'OTAN perd aussi, les États-Unis également. Nous devons accepter cette défaite. Il n'y a rien que nous puissions faire pour changer cela. Ce que nous pouvons faire, c'est limiter l'ampleur de cette défaite en essayant de nous retirer le plus vite possible. Mais quoi qu'il arrive, la Russie obtiendra tout ce qu'elle veut de cette guerre. La Russie ne cédera sur aucun de ces points.